qui se trouve à la lisière de notre province. Merci donc à tout un chacun d'être là. Et aujourd'hui, nous allons avoir une session libre. Et cette session libre va pouvoir adresser quelques questions qui ont été posées, éventuellement d'autres qui peuvent être là, mais également en ligne. Nous allons avoir plusieurs questions qui vont nous être balancées par notre technicien et voir comment est-ce que l'un ou l'autre pourra répondre à ces questions-là. On donnera un petit temps et ça sera donc de cette façon que notre session d'aujourd'hui va se dérouler. Nous avions besoin d'avoir nombreux au milieu de nous qui pourraient bien apporter leur contribution dans les milieux où ils vivent, où ils résident. Nous avons parlé longuement de One Health. Nous avons parlé du rôle de la médecine humaine dans One Health. Nous sommes allés à parler du rôle et de la responsabilité du pharmacien dans One Health. Nous sommes allés dans les discussions et les échanges du rôle et des responsabilités des vétérinaires. Nous avons poursuivi cette marche dans One Health en parlant du rôle et des responsabilités de l'agronome et nous n'avons pas hésité de pouvoir parler également des environnementalistes. Eh bien, One Health nous interpelle beaucoup pour autant que nous avons non seulement les zoonoses, mais que l'on sache que l'être humain est un tout. Quand on définit la santé, eh bien, selon l'OMS, c'est un état de bien-être complet, physique, mental, social, et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et voilà donc que plusieurs composantes entrent en jeu et que la nouvelle approche de regarder la santé, pas de façon compartimentée, mais pour travailler ensemble, nous demande de pouvoir mettre les énergies tous alors ensemble pour essayer de pouvoir avancer. J'espère bien qu'avec cette introduction, cela nous permet de pouvoir nous situer un tout petit peu comment nous allons faire la session d'aujourd'hui. Eh bien, des questions vont être posées directement, probablement en demandant à Yahoo Urbain, eh bien, chez vous, comment est-ce que les choses se passent? Comment est-ce que One Health est organisé? Et à Albert Mouderoy, nous poserons également la question, quelles sont les impressions que nous avons, quelles sont les difficultés aussi que nous rencontrons dans l'organisation de One Health? Nous ne manquerons pas de pouvoir approcher Hugues Bachiguet pour lui poser aussi la question de savoir, eh bien, est-ce que les vétérinaires chez vous se sentent-ils interpellés, se sentent-ils impliqués dans tout ceci? Donc, nous allons essayer de pouvoir balayer tout cela et regarder où est-ce que nous allons avec cet aspect de choses. Ayant parlé de One Health, n'est-il pas possible de pouvoir se rendre compte que il y a aussi des moyens de protection que chaque profession plutôt puisse mettre pour ceux-là qui y travaillent. Souvent, quand on parle des équipements de protection individuelle, on les aborde dans le sens des cliniques de santé humaine où nous allons, des hôpitaux. Mais comment est-ce que ça se passe chez les vétérinaires? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a aussi des maladies qui peuvent passer de l'animal à l'homme, notamment le vétérinaire qui les manipule ou tout ceux-là qui travaillent avec les animaux. Quels sont les équipements de protection individuelle que eux portent? Est-ce que l'accès à ces équipements individuels est aussi facile? C'est des éléments qui doivent entrer en jeu. Est-ce que le système d'approvisionnement est-il mis en place de façon à ce que nous ne puissions pas avoir de rupture de stock? Je crois que pour pouvoir renforcer One Health, nous n'avons pas non seulement besoin de former, de sensibiliser, mais nous avons besoin du soutien du système, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, et ce système de façon intégrée, tout en sachant bien que la logistique devra accompagner tout ce qui se fait et que le système d'approvisionnement en équipement et en tout ce dont on a besoin pour pouvoir assurer une bonne prévention est une chose qu'il ne faille pas négliger. Cela étant dit, chers collègues, chers amis, voilà un tout petit peu brossé la manière dont nous allons pouvoir faire la gymnastique de ce jour. Notre messe se déroulera de cette façon-là. Il y en a nombreux qui sont aussi amarrés à cette plateforme, qui pourraient aussi partager
dans la salle où ils sont nombreux, nous dire aussi s'ils sont nombreux autour de la question, si c'est une équipe multidisciplinaire, eh bien, on y reviendra. Cela étant dit, nous allons rapidement poser la question à chacun d'entre nous pour nous dire un peu d'où est-ce qu'il nous reçoit et nous allons donner rapidement la parole à Enoch Mavanga, et qui sera suivi par Albert Mouderois. Dites-nous, ouvrez le micro, d'où est-ce que vous nous recevez et quel est votre domaine, de façon à ce que les uns les autres sachent un peu sur la plateforme qui est là. Suis-je bien audible? Oui, Enoch, allez-y, ouvrez le micro et veuillez vous exprimer. Enoch, on ne vous entend pas. On donne la parole à Albert Mouderois qui sera suivi d'Hugues Bachiguet. Merci beaucoup, Monsieur Valéry, pour la parole accordée. Je tiens à saluer tous les collègues qui sont déjà en ligne. Et mon nom, c'est Albert Mouderoy Katoto. Je suis médecin de formation de l'Université catholique de Bukavu. Actuellement, je suis étudiant en master santé communautaire à l'école régionale de l'Université catholique de Bukavu. Et je suis assistant de recherche au Centre des maladies tropicales et des santé mondiale de la même université, donc l'Université catholique de Bukavu, et aussi un de fondateur d'un centre jeune de recherche qui se base sur l'approche Health pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et aussi les maladies émergentes. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et nous espérons bien que vos contributions vont pouvoir renforcer l'équipe et nous aider à pouvoir aussi partager les connaissances que vous avez acquises. Le suivant, Hugues Bachiguet. Oui, bonjour, bon après-midi. Merci. Moi, c'est Hugues Bachiguet. Je suis médecin de formation de l'Université évangélique en Afrique. J'ai un diplôme de spécialiste en médecine du travail. Actuellement, je fais aussi une formation en qualité, hygiène, sécurité, environnement au Burkina Faso. Euh, c'est pratiquement ça. Je travaille aussi à la CNCC, Caisse nationale de sécurité sociale de la RDC. Ah, bien. Actuellement, je vis à Kinshasa pour raison de sécurité. Ah, merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. L'occasion faisant le larron, nous ne manquerons pas de pouvoir profiter de votre présence à Kinshasa pour renforcer et être aussi en contact avec les uns et les autres. Votre expertise servirait abondamment. Et euh, Merci. Constant Guilain Doumé, qui sera suivi par Dak Assoumani. Dak Assoumani, Constant Guilain Doumé. Alors, la parole va aller tout de suite à Fatoumba et qui Oui, sera c'est suivi. c'est Dark Oui, Assoumani, allez-y. je m'excuse pour le retard. Oui, c'est Dark Assoumani de la division provinciale de la santé au Sud Kivu. Je suis biologiste médical. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Et rapidement, Fatou. Mbaye qui sera suivi, Fatou Mbaye qui sera suivi de Horace Akakpo. Alors, oui, allez-y.
Je suis docteur Paco Horace, médecin suivi évaluation à la direction régionale du Campus, au confin à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis en même temps responsable de la PCU dans la région. Merci, content d'être là. Content de vous avoir. La question que je posais, micro fermé, c'est de savoir, êtes-vous dans la région des mangroves? Non, je ne suis pas dans une région de mangrove, plutôt dans une région de montagne. À l'ouest de la Côte Ah, d'Ivoire, c'est les montagnes. Voilà. ah, ok. Merci beaucoup. Merci. C'est là, la géographie et tout ce qu'on a comme écosystème est assez intéressant aussi pour pouvoir nous aider. Et tout de suite, nous donnons la parole à Jean-Pierre Okanjo, et qui sera suivi de Joseph Kassanda. Oui, il y avait un problème de micro. Et Allez-y, bon s'il vous plaît. après-midi à tous. Moi, Merci. c'est Docteur Jean-Pierre. Est-ce que vous me suivez? 5 sur 5, allez-y. Oui, moi, c'est Docteur Jean-Pierre Okanjo Kitoloma. Je suis expert en santé publique. Je travaille en RDC. Merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup et bienvenue. Nous allons donner la parole à Joseph Kassanda, qui sera suivi de Mundemba Shadrach. Alors, très rapidement, nous allons donner la parole à Otomba, qui sera suivi de Papi et Hichika. Ah oui, bon, bonjour à tout le monde. Je suis Bonjour. Jean-Claude Otomba, médecin de formation, épidémiologiste de terrain. Et je suis dans le sud Ubangui, précisément à Guémena, où je preste au niveau de la division provinciale comme analyste au bureau information sanitaire, communication et recherche opérationnelle. Merci. Merci beaucoup. Et heureux donc de vous avoir parmi nous. Nous allons Merci. signaler la présence parmi nous de professeur Nadège Ngombe Kabamba. Vous vous rappelez très bien qu'elle est numéro un de One Health au niveau de la République démocratique du Congo, et elle a été invitée de façon à ce qu'elle nous apporte aussi de la lumière sur les quelques questions qui sont restées pendantes, mais également bien d'autres qui pourront surgir de cette session. Professeur, soyez la bienvenue. Nous vous espérons être connectés. Malgré vos multiples occupations, vous vous êtes rendu disponible aujourd'hui. Merci donc pour votre présence. Je ne sais pas si votre micro pourrait donc nous donner le son de votre côté en temps opportun. Merci beaucoup pour votre présence. Avec l'épidémie qu'il y a d'Ebola, on sait que vous êtes abondamment occupé. Cela étant dit, avant que le technicien ne puisse nous balancer quelques questions, nous allons essayer d'en rappeler quelques-unes qui étaient restées pendantes, mais ne manquons pas, pendant cette session, de pouvoir balancer des questions, de lever la main pour pouvoir répondre à l'une ou l'autre question. Euh, et que nous ne puissions pas manquer, même dans la boîte à conversation, les quelques questions que vous-même pourriez avoir. Nous rappelons également que dans la boîte à conversation, il y aura aussi un lien qui va être partagé à un moment donné pour pouvoir évaluer la session d'aujourd'hui. Et cela nous fera énormément de bien de pouvoir être tous participatifs donc à cette activité. Cela étant dit, alors, nous allons poser quelques questions ou rappeler les quelques questions qui étaient restées pendantes. On va aller une à une pour pouvoir essayer d'en avoir une idée. Alors, il y a une question qui disait, donc bonjour et merci pour votre brillant exposé.
Ma question, au vu de votre réponse concernant la gestion des déchets à Kinshasa, est la suivante. Quelle est la politique nationale qui est mise en place pour la gestion des déchets en RDC et si effectivement elle est mise en œuvre? Il y a même des environnementalistes qui sont là ici, et spécialement ceux qui travaillent à Kinshasa. J'en ai vu un, j'espère bien que je pourrai le retrouver ici connecté. Euh, Docteur Tambwe, je crois peut-être qu'il s'est déconnecté, peut-être un problème de réseau. La question est ouverte et chacun d'entre nous pourrait un tout petit peu donner l'expérience de son pays. Nous sommes dans le domaine de gestion des déchets dans les grandes villes. Et on voit dans les différents quartiers et même résidentiels, on voit des dépotoirs. Et en dehors de la ville, nous l'avions entendu la fois passée, que la zone qui était réservée comme endroit où il faudra récolter ou bien collecter et faire un dépotoir pour les déchets, la zone qui était aussi large qu'avant a été réduite à Kinshasa. Alors, la question qui était de savoir, est de savoir eh bien, quelle est la politique qui est mise au niveau national par rapport à la gestion des déchets, et particulièrement au niveau de Kinshasa, mais disons au niveau national, et si elle est mise en œuvre. Y a-t-il quelqu'un sur la plateforme qui peut nous donner une réponse, et évidemment même celle de son pays? Je vois Enoch qui lève la main. Oui, allez-y, Enoch. Merci pour la parole. Désolé, pendant que vous m'aviez donné la parole avant là, j'étais dans un endroit brillant, je ne pouvais pas intervenir. Enoch Mavanga, je suis médecin vétérinaire, chercheur au département des zoonoses et Wellness à l'INRB. Alors, pour essayer de contribuer sur la question de la gestion des déchets à Kinshasa, c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits par rapport au gouvernement provincial, même national, mais ce n'est pas coordonné. Puisqu'on ne peut pas dire on veut gérer les déchets sans qu'au préalable commencer par trier. Si on ne trie pas, donc on ne gère pas les déchets. Pour gérer les déchets, il faut les catégoriser et les trier dès le départ. Mais on se retrouve même dans les quartiers où il y a les dépotoirs, où on a tout. On a des carcasses de véhicules, on a des pampers, on a tous les déchets mélangés. Ça, ce n'est pas une gestion de déchets. Donc, on met des moyens, mais pas pour vraiment résoudre les problèmes. Même quand on va amener dans l'endroit prévu, il va commencer à trier davantage ces déchets-là. Or, pour bien gérer les déchets, ça doit commencer par les triages, dès le départ. On a plusieurs déchets. Les hôpitaux amènent leurs déchets. Les petits centres de santé. Donc, il y a tout ça. La politique, oui, mais on n'a pas documenté cette politique-là pour dire pour quel déchet, voilà la norme, voilà le protocole à suivre. Moi, je pense qu'il faut des SOP pour chaque déchet, même des déchets ménagers, comment il faut le faire. Moi, je pense que ça serait mieux pour dire qu'on est dans la gestion des déchets. Sinon, on fait des choses pour qu'on nous voie, mais pas pour avancer. C'est un peu ça ma contribution. Merci beaucoup pour cette contribution. J'aimerais passer rapidement à un petit résumé. Il faudra des SOP, donc des procédures opératoires standards qu'il faudra mettre en place, que ce soit pour les hôpitaux, que des déchets en milieu communautaire. Il existe des poubelles et sur la facture d'eau que chacun reçoit, la facture d'eau et d'électricité, chaque parcelle dans chaque quartier a aussi une facture ou un prix à payer par rapport au ramassage et à la gestion des déchets. Je vais m'expliquer. Vous recevez sur votre facture d'eau, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui vous donne justement que ici,
vous devrez payer pour les refuse, la gestion des refuse, donc de tous les déchets que nous avons. Et, pardon, la poubelle est unique. La poubelle qui est amenée devant chez vous, que vous avez, que la municipalité vous a remise, elle est unique. Donc, tous les déchets, vous les mettez à l'intérieur. Alors, il y a deux services qui gèrent la collecte des déchets. Ceux qui font le nettoyage des rues, le service de la municipalité va passer, ils ont des sachets plastiques dans lesquels ils ramassent tout ce qu'il y a dans la rue et en ce moment-là, ils vont aller aussi à à un endroit pour pouvoir gérer. Je vais l'expliquer un tout petit peu. Et puis, il y a le service qui passe pour le ramassage quartier par quartier et les quartiers sont répartis selon les jours de la semaine. Par exemple, le quartier où votre serviteur réside de temps à autre, là, le service de ramassage vient tous les lundis pour pouvoir ramasser. Il existe un camion et la poubelle est unique, celle qui est mise devant notre parcelle. Nous la sortons à une heure matinale et le camion passera le long de la journée. Ce camion a un système de levier auquel vous venez avec la poubelle, vous accrochez, ça va pouvoir soulever avec des vérins et déverser en ce moment-là dans un mélangeoir, un hachoir qui tourne continuellement et qui va pouvoir écraser tout cela. Et tout cela est ramassé ainsi par ce camion et amené à un endroit où ces déchets sont gérés de façon générale. Je crois que l'opportunité nous donnera, lorsque nous aurons à parler d'un système de déchets, de gestion des déchets au niveau urbain, au niveau périurbain, de pouvoir essayer de pouvoir ramener les images et de l'endroit où cela est géré. Alors, pour ce qui est de ce qui est ramassé par la municipalité dans la rue, on va pouvoir aussi les amener vers un dépotoir. Par exemple, si moi je coupais des arbres dans ma parcelle, il n'est pas autorisé de brûler. Ici, dans ce pays, là, il n'est pas autorisé de brûler. Quand vous brûlez, les services vont venir vous interpeller. Vous ne pouvez pas allumer le feu dans votre parcelle. Pour pouvoir brûler, on voit un feu et non, non, vous devez arrêter. La police ou les services de gestion des catastrophes vont venir vers vous et vous dire non, ça, c'est pas autorisé. Vous ramassez tout ce que vous avez et vous allez amener ça dans un dépotoir qui existe. Dans chaque quartier, il existe un dépotoir pour un certain nombre de choses. Et là, par exemple, les arbres que vous avez coupés, les branches que vous avez coupées, là, sur place, il existe aussi des machines qui vont pouvoir hacher cela pour pouvoir les réduire en poudre et ça peut aller pour le compostage. Je m'excuse pour la longueur de la question. Si à Kinshasa, si à Bukavu, si à Lubumbashi, si à Yaoundé, il n'y a pas une ségrégation des déchets dès le départ au niveau des ménages, mais dans d'autres pays, ils ont un système de non-ségrégation au départ. Lorsque nous avons produit les déchets, on les met ensemble, mais c'est plus tard qu'ils vont pouvoir subir une ségrégation plus loin, après les avoir hachés. Et puis, il y a des personnes qui passent à des endroits où, quand vous avez déposé les déchets, on va pouvoir faire un triage. C'est un passage temporaire à ce niveau-là. Donc voilà un peu des expériences que l'on a qui sont assez différentes d'un pays à l'autre. Mais ça a été quand même quelque chose de bien aussi de pouvoir faire référence à la gestion des déchets avec ségrégation. J'ai vu à l'Unikin, par exemple, comme ailleurs, ou comme en Afrique du Sud également aussi, vous avez des poubelles qui sont placées. Ça, c'est pour les déchets plastiques. Ça, c'est pour les canettes. Ça, c'est pour les papiers. Ainsi de suite, ça c'est pour les déchets ménagers. Évidemment, cela aussi existe dans chaque pays et je crois que uniformiser et coordonner, comme notre collègue l'a dit tout à l'heure, est très important. Je m'excuse pour la longueur de cette intervention, mais pour montrer que les systèmes varient d'un pays à l'autre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut se jeter à l'eau et donner son point de vue ou une expérience du pays où il est autour de la question, avant que nous puissions rentrer auprès de notre technicien, notre gestionnaire de la plateforme, pour les questions qu'il va balancer et on va essayer d'y répondre en donnant quelques secondes aux uns et aux autres pour pouvoir choisir les réponses et après, on va continuer. Y a-t-il quelqu'un qui peut donner une expérience, une proposition de solution? Merci. Pascal Tezangui, est-ce possible de pouvoir nous balancer les questions en ligne de façon à ce que on va essayer d'y répondre et on va avancer de cette façon avant de revenir donc aux autres questions. Il y a une Bon- question Bonjour, des questions bonjour, qui nous docteur arrivent déjà dans la Valérie. plateforme. Merci dans le chat box. Merci de pouvoir donner ces questions et continuer. Nous allons pouvoir revenir aux questions qui sont envoyées dans le chat box.
dans la Bonjour, boîte à conversation. docteur. Bonjour, docteur Valérie. Bonjour à tout le monde. Merci. Oui, Bonjour, Tezangui. oui, je suis prêt. Je balance déjà les questions. Merci. Donc, les questions vont être balancées. Euh, docteur Valérie va lire la question et il nous sera laissé juste quelques secondes pour répondre. C'est un questionnaire des questions à choix multiples. Tout le monde aura à répondre. Merci. Merci beaucoup, Tezangui. Donc, question choix multiples. Des collègues demandent à la plateforme, mais quelles sont... Voilà. Donc, la première question qui nous est posée, le concept, donc, One Health est là et on a une réponse à donner. Chacun peut cliquer sur l'onglet là et mettre la réponse qu'il faut pour la première question, le concept One Health. Au A, on dit la collaboration entre... Donc, elle repose, le concept One Health repose sur la collaboration entre la médecine humaine, animale et environnementale. Au B, on dit la recherche exclusivement médicale. Au C, on dit la prévention des zoonoses uniquement. Et au D, on dit la réduction des coûts de la santé. Quelle est la réponse la plus probable qui peut être mise là-bas? Chacun d'entre nous pourrait en faire le choix, s'il vous plaît. Ah, la réponse A. Non, là, vous cliquez vous-même. Chacun va cliquer. Vous cliquez dessus et il y aura un déroulé pour vous et mettez votre réponse. Après, on va pouvoir vérifier si les réponses sont les réponses de tout le monde. Oui, une petite précision. Oui, Nous avons juste 8 minutes, donc 1 minute par question. Et puis, quand on va finir, docteur Valérie va donner les réponses exactes aux questions. On va mettre aussi fin à cette petite interrogation. merci, Tezangui. Merci de vérifier nos micros.
Je crois qu'on avance parce qu'à un moment donné, la plateforme va se refermer et les questions ne seront plus disponibles. Oui, docteur Valérie, je vous complète pour vous dire que nous sommes à 4 minutes 40 secondes. Juste là, nous n'avons que 6 personnes qui ont déjà répondu aux questions. 6 personnes sur le 27 que nous sommes. Il nous On ne reste va pas presque. publier les noms des gens qui ont réussi, hein. Ce n'est pas une histoire où c'est tellement anonyme qu'on demande tout simplement de voir un peu Oui, c'est à quel anonyme. niveau Oui. nous avons la présentation de la chose. C'est fortement anonyme. Oui. Il nous reste 3 minutes. Jusque-là, il n'y a que 10 personnes qui ont répondu. Alors les autres, je ne sais pas s'ils ont des difficultés. Quoi qu'ils réfléchissent, ils veulent placer des choses très évidentes. D'accord. Bien, nous rappelons aux uns aux autres qu'aujourd'hui, c'est une session libre sur One Health pour répondre à différentes préoccupations qui sont restées en suspens, mais également pour apporter des contributions assez euh, évidentes sur l'une ou l'autre question qui serait restée en suspens. Voilà un peu notre sujet d'aujourd'hui. C'est une session libre sur One Health, hein, et nous allons essayer de pouvoir recevoir des réponses de nos experts et des responsables qui sont ici de tel ou tel autre programme, mais également chacun d'entre nous pourrait apporter sa contribution par rapport à son expérience qu'il vit de One Health dans le pays où il est. La seule santé est une santé qui intéresse tout le monde. Il n'y a pas de problème, André, c'est bien noté. Vous pouvez envoyer vos réponses par WhatsApp. Cela nous ferait énormément plaisir. Cher ingénieur, merci. Oui, Pascal, est-ce que nous sommes arrivés à la fin? Oui, oui. Je vais d'abord, si vous me le permettez, de présenter Allez-y, les statistiques de réponse, pas les noms, les tout à statistiques fait. seulement, et puis vous allez finir pour donner les bonnes réponses. C'est gentil, s'il vous plaît. Je Allez-y. fais? Allez-y, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, pour la question 1, il nous a été demandé, les concepts One Earth reposent sur. Alors, le premier choix, il y a 94%, soit 17 personnes sur 18 qui ont choisi l'assertion 1. Le deuxième assertion, c'est 0%, personne n'a choisi. La troisième assertion, c'est une personne, ça représente 6%. La quatrième assertion, 0%. La deuxième question, on nous a posé quel est le rôle principal du pharmacien dans une approche One Health. Alors, il y a 94%, soit 17
sur 18 personnes qui ont répondu à la question B. La question A, il y a 0% de personnes qui ont répondu. La question C, 0%. La question D, 6%, une personne a répondu. Pour Oui, la troisième, Tanguy, je pourrais intervenir là pour les deux premières questions. On va les question par question, vous donner les statistiques et nous oui, intervenons pour pouvoir aussi donner les réponses exactes. Comme ça, nous avançons tous ensemble. Je crois que nous nous sommes rendus compte que la majorité des personnes qui ont choisi à la question A, à la question 1 plutôt, la réponse A, ont choisi donc la bonne réponse parce qu'on dit la réponse qui pourrait être le plus possible exacte donc qui s'approcherait le plus de la réalité. Donc, ici, on a dit le concept One Health repose sur la collaboration entre la médecine humaine, animale, la médecine environnementale. Donc, on comprend tout de suite aussi que tous les agronomes se retrouvant aussi là-dedans dans cet aspect de choses. On a dit le plus possible qui s'approche. Donc, l'assertion A est la plus plausible. Et la question 2, quel est le rôle principal du pharmacien dans une approche One Health? Alors, A, c'était prescrire les traitements vétérinaires. B, assurer le bon usage des antibiotiques pour limiter l'antibiorésistance. Et ça, c'est la B, donc, qui est la plus plausible qui pourrait être mise là-bas comparativement à toutes les autres, comme on dit là, surveiller la biodiversité des sols, gérer les campagnes de vaccination animale. Donc, le plus possible, c'est la plus plausible qui pourrait être prise là, c'est le B. Donc, qui est assurer le bon usage des antibiotiques pour limiter l'antibiorésistance. Oui, Tézangui, question 3. question 3, il nous a été demandé quel est le rôle du vétérinaire dans l'approche One Health. Alors, il y a quatre sections. La première section, c'est tout le monde qui a répondu, ce qui représente 100% des réponses. Les trois autres, c'est 0% partout. Eh bien, c'est Alors, la correcte. Donc, A, qui est surveiller la santé des animaux et prévenir les zoonoses. C'est le plus plausible qui pourrait être choisi. Oui, allez-y. Question 4. question 4, on nous a demandé le rôle de l'agronome dans One Health est surtout lié à, il y a aussi la question, la section A, l'optimisation de la production alimentaire sans impact sur la santé publique, qui a recueilli toutes les réponses des Oui. participants. Donc 100%, Donc, oui. 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 On irait donc vers celle-là parce que la section B dit prescription des médicaments humains, eh bien, l'agronome ne fait pas ça. Et puis, vaccination des populations, eh bien, l'agronome ne fait pas ça. Surveillance des moustiques porteurs des maladies, donc ça, il ne fait pas. Donc, même s'il peut contribuer de l'une ou de l'autre façon, la réalité des faits, c'est que le plus plausible qui puisse être donné là, c'est l'optimisation de la production alimentaire sans impact sur la santé. Cela demande beaucoup d'autres activités associées qui permettraient d'arriver à cet objectif. Question 5, allez-y. Oui, question 5, on nous a posé la question, quel rôle joue le médecin santé humaine dans One Health? Alors, parmi les quatre assertions, la section A, prévenir et traiter les maladies humaines d'origine zoonotique, a retenu l'attention de tous les répondants. Donc, c'est-à-dire, ils ont eu 100% là-bas. Les trois autres, c'est 0%. Eh bien, donc, c'est ce qu'il fait, mais nous rappelons tout de suite que, comme les intervenants ont eu à le dire, c'est un travail d'équipe. Cela ne peut pas lui faire manquer de pouvoir contribuer dans une équipe One Health avec ce qu'il connaît sur la même chose qui est donc décrit ici. Donc, on dit contrôler les pesticides agricoles, produire les vaccins vétérinaires. Ils sont dans une équipe, étudier la déforestation. Il ne va pas entrer dans tous ces détails-là. C'est des spécialistes de leurs questions qui vont faire. Mais s'il a des contributions, il pourrait toujours en amener comme l'un ou l'autre, mais en respectant ici les scopes pour dire les domaines des spécialités de tout un chacun. Oui, question 6, Tézangui. Question 6, on pose la question, l'environnementaliste contribue à One Earth principalement il y a quatre assertions. La première assertion a retenu toutes les réponses, donc identifiant les pollutions de l'eau, de l'air et du sol qui influencent la santé.
Eh bien, c'est assez intéressant. Et j'ai vu B produisant des antibiotiques, C développant les nouvelles variétés agricoles et D traitant les animaux malades. Eh bien, donc, même si nous pouvons avoir des animaux malades qui peuvent être dans notre environnement, il peut venir donner des avis dans l'équipe où ils sont tous ensemble, mais on sait très bien que c'est le vétérinaire qui s'occupe de cela. Et pour les autres choses, il peut donner ses avis, ses idées et tout ce qu'il peut connaître, qui peut aussi dire, par exemple, mais justement, ils sont malades parce que dans cet environnement, voilà ce que nous trouvons qui les rend malades. Donc, il peut contribuer à ça pour pouvoir améliorer. Et cela est une très bonne chose. Merci. Question 7. Question 7, il nous a été demandé de donner un exemple concret de coopération interdisciplinaire dans One F. Alors, nous avons quatre assertions. Parmi les quatre assertions, l'assertion in a recueilli 95%, soit 19 sur 20 réponses. La question B, euh, la section B, donc la deuxième section, c'est 0%. La troisième section, il y a une personne qui a répondu. La quatrième section, 0%. Donc, c'est ça la situation. Et nous allons rentrer dessus. Un exemple concret de coopération interdisciplinaire dans One Health. A, la lutte contre la rage par la vaccination animale et la sensibilisation humaine. Ici, donc, absolument, nous avions entendu euh, notre orateur vétérinaire qui a parlé l'autre fois, docteur Kwame, a dû dire très clairement ce qu'il fallait faire et a dû sensibiliser autour de ces aspects que c'est une coopération de tout le monde. Vous ne pouvez pas faire la lutte antirabique en n'associant pas la population, en n'associant pas les autres domaines qui soient, notamment la médecine humaine dans cela, parce que cela est très important. Alors, quelqu'un a dit la monoculture intensive euh, sans rotation. Je crois que les agronomes connaissent bien les impacts d'une monoculture intensive sans qu'il y ait de rotation. Quand on s'assierait dans un comité, on peut en parler, en discuter, mais le spécialiste qui donnerait le plus cela, je pense bien que c'est beaucoup plus l'agronome qui donnerait, l'environnementaliste qui donnerait des éléments là-dessus, même si on peut collaborer, mais le plus plausible, ce serait celui-là par rapport à la lutte contre la rage. Bon, on dit aussi la vente libre des antibiotiques en pharmacie. Je crois que c'est une coopération de tout le monde. Et cette coopération de tout le monde peut aussi couvrir les aspects vétérinaires que les aspects humains, parce qu'il y a des antibiotiques qui sont vendus et dans les officines pharmaceutiques et dans les officines côté vétérinaire. Donc, ces éléments sont très importants dans un travail donc, de collaboration. Mais le plus plausible, comme on le voit, c'est nous réorienter par là. Question 8, les anguilles. Oui, la question 8, on nous demande pourquoi l'approche One Health est-elle cruciale pour la tibiorésistance? Alors, nous Mhm. avons quatre assertions. La première assertion a recueilli 95%, 95% des réponses. L'assertion B, 0%. L'assertion C, 5%. Soit une personne sur 20 a choisi cette réponse. La question 2, c'est 0%. Eh bien, donc, on dit parce que l'utilisation des antibiotiques touche à la fois les humains, les animaux, l'agriculture. Évidemment, quand les uns et les autres entendent agriculture, ils ne vont pas non plus oublier que dans toute cette agriculture, vous avez tous ces différents aspects qui sont donc inclus dedans, et animaux, mais également les aspects humains qui sont dedans. Donc, cela étant, l'assertion A passerait beaucoup plus par rapport à toutes les autres. Et voilà donc les statistiques qui nous sont balancées par les techniciens. Merci beaucoup, Tezangui. Voilà comment cela se présente. Chacun peut naviguer et regarder les réponses telles qu'elles ont été donc données. Merci pour ce partage et ça nous permettrait de pouvoir donc avancer. Une opportunité pour nous
de regarder ainsi donc les quelques questions qui sont dans la boîte à conversation. Merci pour toutes les réponses données. Alors, il y a notre collègue Mundemba Shadrach qui dit qu'il est vétérinaire, inspecteur donc affecté dans la commune de Mongafula, DGDA, société donc Covet SARL, qui accompagne les éleveurs dans leur projet d'élevage. J'ai une question avant de passer à la question qui vient après. Cher ami, Mundemba Shadrach, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Est-ce qu'il nous entend? Je voulais savoir un peu dans le secteur de Mongafula où vous travaillez. Hein. Comment est-ce que vous intégrez par rapport à votre travail ici la notion de One Health dans les équipes où vous êtes en train de travailler par rapport aussi à la commune de Mongafula? Là, nous sommes à Kinshasa. Mundemba Shadrach? Alors, Béatrice Madilou pose cette question. Que faire pour la vulgarisation des activités PCI dans nos structures de soins? Existe-t-il une politique déjà au niveau national? Je reprends. Que faire pour la vulgarisation des activités PCI dans nos structures de soins? Existe-t-il une politique déjà au niveau national? Nous allons attendre les réponses des amis qui sont en ligne. Qui est-ce qui se jette à l'eau à ce propos? Marcel de Nord Kivu. Oui, allez-y, Marcel. Merci, docteur. Le programme est déjà connu, il y a même des modules. La dernière édition remonte à janvier 2023, qui est utilisé, qui est élaboré par la Direction nationale de l'hygiène et de la salubrité publique. Donc, il y a tout un document, il y a une politique en rapport avec la PCI en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Une politique déjà là et le cadre donc aussi a été donc défini. Mais est-ce que ces outils sont-ils vulgarisés jusqu'à la base? Ça veut dire les soins, les structures de soins de santé primaires, les structures de soins de santé secondaires, les structures les structures tertiaires de santé. Ont-elles justement tous ces outils-là ou bien il y a quelques difficultés que l'on rencontre? Je présume que celui qui pose la question peut ne pas avoir accès justement à cette politique ou même au cadre qu'il soit opérationnel s'il a été rédigé. Est-ce que ces choses, ces documents sont-ils vulgarisés? Oui, docteur Valérie, des documents est vulgarisé, mais ça dépend maintenant de l'endroit où se trouverait la personne. Mais néanmoins, pour ma province ici, c'est à tous les niveaux où ces documents sont vulgarisés, tant au niveau des hôpitaux tertiaires, donc l'hôpital provincial, au niveau des hôpitaux généraux de référence, au niveau des centres de santé de référence ainsi que les centres hospitaliers, voire même au niveau de la communauté. Donc, centres de santé et les relais communautaires sont formés à la matière, au moins à ce qui nous concerne. Merci. Une question subsidiaire, merci pour votre réponse. Une question subsidiaire est de savoir, est-ce qu'on a seulement distribué ou y a-t-il eu des formations qui ont accompagné ce travail de dissémination? Oui, pour notre province, encore une fois, je viens de dire qu'à tous les niveaux, il y a une portion de personnes ou des institutions qui sont déjà formées à la matière même. Bon, si au niveau du collègue qui a posé la question, la chose n'est pas encore faite, bon, il y a des réalités que nous ne pouvons pas, bon, empêcher la personne de poser la question, mais en ce qui nous concerne, et les relais communautaires sont formés au travers de ce que nous appelons brigades d'hygiène. Donc, ils sont formés la matière, voire même ceux qui ont des comités d'hygiène hospitalière, ils sont informés la matière.
des relais communautaires soient formés à la matière au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux généraux de référence, des centres hospitaliers. Donc, bref, au niveau de tous les systèmes à ce qui nous concerne, la grande partie était formée à la matière. Merci. OK. Merci beaucoup pour cette réponse. Et je vais rentrer à une autre question. Est-ce que le collègue Mundemba Shadrach est de nouveau en ligne? OK. Nous allons passer à la question. Nous allons passer à la question suivante. Euh, Parmi les questions pendantes qui sont restées lors des sessions antérieures, alors la prochaine question demande ou s'adresse de la façon suivante. Notre collègue qui posait, c'est Fidèle Sematama, la thèse, qui est épidémiologiste, posait la question de savoir euh, qui gère la base de données One Health? Y a-t-il un programme qui fait la livraison avec un personnel bien structuré? L'organigramme pour bien coordonner les activités? Je reprends la question. Y a-t-il un programme qui fait la livraison, enfin, qui gère la base de données One Health? Y a-t-il un programme qui fait la livraison avec un personnel bien structuré? L'organigramme pour bien coordonner les activités? Je sais que le professeur Nadège ne sait pas intervenir pour l'instant. Y a-t-il quelqu'un de l'équipe qui peut Oui, bien... je vais intervenir. Oui, Docteur professeur, Valérie, bienvenue. attendez juste À cette vous. question avant de me déplacer parce que j'ai une autre réunion. Si vous permettez, je peux intervenir. Oui, professeur, et toute autre question que vous pouvez avoir sur la main, dont vous vous souvenez et que vous pouvez aussi ramasser avant que vous ne puissiez nous quitter. Merci. Oui, ok. Je prends donc cette première question, hein, juste pour rappeler à la personne qui a posé la question que nous avons passé pratiquement 30 à 40 minutes en train de parler de l'approche Une Santé et surtout de montrer l'organisation de la structure qui fait la promotion de l'approche Une Santé en RDC. Nous avions dit que pour implémenter l'approche Une Santé en RDC, parce que c'est une approche, il a fallu que le gouvernement puisse réfléchir, avoir des ateliers de réflexion avec différentes parties prenantes pour qu'en fin de compte, on puisse créer par arrêté ministériel ce qu'on a appelé la commission de coordination Une Santé, qui est au fait une plateforme de facilitation, de coordination et puis de promotion de l'approche Une Santé en RDC. Donc, il existe une structure qui a comme mission principale d'implémenter les activités relatives à l'approche Une Santé en RDC. On l'appelle la CUS, donc Commission de coordination Une Santé. Elle a une base de données dans ce sens que les experts des différents secteurs, dès qu'ils sont exposés à la sensibilisation à l'approche Une Santé, ils apprennent à travailler en collaborant ensemble, en planifiant ensemble, en ayant une coordination partagée sous forme de leaders partagés. Ils travaillent ensemble, on les appelle tous experts One Health. S'il faut parler d'une base de données, nous avons une base de données à travers le pays des différents experts que nous avons formés à l'approche Une Santé. Et pour le moment, nous avons 16 de 26 provinces de la RDC qui ont des comités provinciaux One Health. On va dire des plateformes One Health, là où se retrouvent les différents secteurs pour pouvoir traiter des questions à l'interface homme-animal-environnement.
Et si la personne qui a posé la question a besoin de plus amples informations, vous pouvez donner nos coordonnées et moi et le secrétaire permanent, nous sommes disposés et disponibles pour répondre à ces questions et à montrer que de plus en plus, nous aidons les différents acteurs du pays à s'approprier de l'approche une santé. Vous avez évoqué le fait que la RDC fait face à une autre épidémie majeure, Ebola. Pour le moment, nous sommes en train de rédiger les plans de réponse parce que nous avons quitté le mode alerte pour le mode réponse et je peux vous assurer que tous les processus de rédaction de ce plan de réponse contre Ebola au niveau de Boula s'est fait en tenant compte de la multisectorialité. Comment on va dire, tous les secteurs sont impliqués déjà dès la rédaction. Et pour la mise en œuvre, vous allez voir, effectivement, on va essayer d'appliquer ou bien on va appliquer cette approche multisectorielle qui permet à ce que nous puissions tenir compte de tous les aspects de la question. Donc, une vue systémique pour résoudre l'événement qui se présente à nous, qui est complexe. Par exemple, maintenant, on est en train de dire, Ebola a commencé, le supposé cas index a peut-être été en contact avec un animal, mais il faut prouver ça. Est-ce que nous avons des signaux du monde animal? Et comment est-ce qu'on peut faire affirmer, confirmer les liens avec les humains qui sont tombés malades? Donc, tout ça, ça fait que il nous faut collaborer et il faut mutualiser les efforts pour pouvoir aller de l'avant. Alors, les autres questions en rapport avec une santé, j'ai vu la résistance aux antimicrobiens. Je crois que le professeur Moutouale avait insisté sur le fait que l'on le veuille ou non, pas seulement les êtres humains, les animaux et même l'environnement, nous sommes exposés à l'utilisation des antimicrobiens pour une raison ou bien pour une autre. Pour ce faire, puisqu'il y a eu une résistance face à ça qui se développe, pour lutter contre cette résistance, il faut tenir compte des trois secteurs une fois de plus, mutualiser les efforts et mener des actions conjointes pour pouvoir mitiger l'effet de la résistance aux antimicrobiens. Alors, tous les autres secteurs, le vétérinaire est une partie prenante importante dans l'approche d'une santé. Il faudra en tenir compte, l'agriculteur et ainsi de suite. Donc, l'approche d'une santé permet à ce que nous puissions nous tenir main dans la main en tenant compte de nos expertises techniques, mais que nous puissions maintenant, grâce aux compétences multisectorielles qu'on nous ajoute, donc la communication, comment faire une coordination partagée, comment est-ce que il faut, comment est-ce que je peux dire, planifier ensemble pour pouvoir résoudre les problèmes qui se présentent à nous. Il faut dire que les problèmes actuels se présentent de façon complexe. Ce n'est plus un seul secteur qui est concerné. Pour l'épidémie qui vient de commencer, on voit que le médecin est au chevet du patient qui est en train de souffrir, mais entre-temps, il faudra que les autres secteurs puissent développer, par exemple, des messages de communication en disant attention, ne touchez pas aux animaux morts dans la forêt, attention, il ne faut pas faire ceci. Donc, nous tous, nous sommes des parties prenantes pour obtenir une santé optimale de tous les secteurs. Je pense que j'ai pu ramasser un peu ce que j'ai vu comme question et je vous remercie une fois de plus pour la confiance. Et je suis désolée de ne pas être avec vous. J'ai une autre réunion, donc je suis désolée d'arrêter à ce niveau ici. Merci, docteur Valérie. Merci beaucoup, professeur. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. La série qui va continuer, nous n'allons pas manquer pour celle-là aussi de pouvoir vous proposer l'agenda et voir aussi si éventuellement vous pourrez intervenir. Merci pour le sacrifice et votre disponibilité à ce propos. Et bon travail. Merci. OK, merci bien. Merci. Alors, il y a notre orateur de la fois passée, quoi, c'est Yao Urbain. Je peux me tromper, mais je crois que je ne me suis pas trompé. Yao Urbain, j'ai essayé de vous donner la parole pendant la présentation initiale. Je crois que je ne vous ai pas entendu. Si je vous ai entendu, j'ai perdu de vue. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir votre micro?
Allô, bonjour, professeur. Bonjour. Je Bonjour. suis Yahoo. Mm. Oui, allez-y. Si vous pouvez vous représenter de façon à ce que nous puissions avoir aussi votre expérience de votre côté, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Bon, je n'ai pas d'expérience en tant que tel, hein. Je n'ai pas d'expérience. Je suis Yahoo Urbain, je suis infirmier euh, et je suis au district sanitaire de Feke, en Côte d'Ivoire. Et également Oui, aussi, je bon. suis étudiant Mhm. en santé communautaire et épidémiologie au Burkina. Donc, je n'ai pas d'expérience en tant que tel dans le domaine de ONF. Donc, c'est un domaine où c'est des éléments assez nouveaux pour vous, ou vous pensez que dans le milieu où vous êtes, on ne les développe pas assez ou on n'en parle pas assez? Bon, ce sont des éléments nouveaux pour moi. C'est au cours de ma formation euh, pour le master, surtout en- en épidémiologie, que j'ai entendu parler pour la première fois de OneF. Ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai voulu même travailler sur un thème là-dessus. Mais j'ai réservé ça pour d'éventuelles Merci recherches. beaucoup. Et c'est pourquoi je me suis intéressé à les différentes séances de partage. Merci beaucoup. Sinon, ce Mhm. sont des éléments. Mhm. Allez-y. Donc, c'est tout ce Restez que je peux dire. connectés. Donc, ces échanges d'expérience, vous avez entendu, professeur Nadège a dit qu'on pourrait partager ses coordonnées, on les postera ici. Cela ferait toujours du bien de pouvoir entrer en contact pour s'informer sur l'une ou l'autre chose, la façon dont c'est fait. Emmanuel Mbouyi, vous avez la parole à vous. Merci beaucoup. Merci pour la parole accordée. Vraiment, OneHealth, c'est une plateforme qui est vraiment très capitale, mais ça souffre encore d'exécution. Je prends un petit exemple de la prise en charge d'un force sans coût. Vous allez voir que il y avait deux ou trois secteurs qui étaient priorisés, mais les autres secteurs n'étaient pas priorisés. Je prends par exemple l'agriculture et la santé animale. Mais or, dans la priorisation des choses et aussi même dans la planification, il faut que les plateformes ou toutes les couches ou tous les secteurs puissent être euh, impliqués afin que la réponse soit vraiment musclée. Dans la plupart des cas, vous allez voir que même les partenaires de mise en œuvre ou les bailleurs de fonds ils utilisent que parfois deux ou trois services, mais le reste des services ne sont pas vraiment équipés. Par exemple, la santé animale, vous allez voir qu'on fait des alertes des animaux qui sont malades et on fait des alertes des animaux qui sont décédés, mais quel est l'impact de toutes ces actions-là s'il n'y a pas cet appui-là direct aussi dans ce secteur-là? C'est pourquoi c'est vraiment très capital le One Health aujourd'hui parce que ça se dit partout, mais elle est encore en difficulté d'exécution dans beaucoup de provinces et aussi même dans beaucoup d'actions de prise en charge que ce soit l'agriculture ou l'agronomie, mais vous allez voir, parfois c'est le temps de réponse qui est rapide, mais l'agronome a sa place d'être, mais parfois qu'ils ne sont pas plus utilisés. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas vraiment bien assise dans beaucoup de provinces. Comme la professeure a dit que c'est 16 sur 26, ça montre qu'il y a beaucoup de provinces aussi qui n'ont pas encore reçu cette information. Mais ce qui est capital est que nous puissions mutualiser tout ceci les efforts de coordination, les efforts de collaboration ensemble pour les mêmes buts. C'est-à-dire, nous devons tourner autour du cas. Les cas, c'est quoi? Il y a un cas malade, comment il est tombé malade, quelle est la survenue de cette maladie, qui le prend en charge, qui peut aussi faire la vulgarisation, qui peut faire la sensibilisation. C'est ça, ce qui est autour. Vraiment, le One Health, c'est presque, ça tourne autour du cas. Les cas là, c'est la manière dont il a attrapé la maladie, la manière dont on va les traiter, la manière dont l'environnement doit savoir l'information, la manière dont nous pouvons prévenir cet environnement.
tout ça, ça entre dans le One Health. Mais vraiment, dans le cas d'exécution, ça pose encore vraiment des soucis. L'information, bien sûr, elle est déjà là, mais l'exécution pose encore problème. C'est un peu ce que je voulais aussi contribuer. Merci. Merci beaucoup pour cette contribution. Donc, il y a un gap, il y a un trou, il y a un écart entre la théorie et la pratique. Donc, et cela demande à ce que nous puissions avoir justement des stratégies de mise en œuvre. Ça veut dire pour essayer de pouvoir combler le gap, que nous puissions avoir justement des stratégies d'implémentation qui permettraient à ce que ce gap, ce trou, ce fossé qu'il y a entre la théorie et la pratique puisse être justement être comblé par des stratégies. Je crois que c'est toute une science également pour pouvoir essayer de résoudre ce genre de problème. Il n'y a pas tout qui demande parole. Vous avez la parole, s'il vous plaît, Manuel. La main pourrait être baissée alors. Mhm. Oui, Patou. Patou Boholo. Oui, allô, merci pour la Oui, parole allez-y. accordée. Je suis à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Je m'excuse pour le retard parce qu'il y avait un problème de connexion. C'est très intéressant pour moi pourquoi je viens de finir mon master en santé publique à l'école de santé publique de Lubumbashi. Je viens de défendre mon mémoire de spécialisation, le D. J'avais travaillé sur la gestion du biorisque rabique de personnes exposées aux morsures des chiens dans les trois quartiers de Lubumbashi. Un de mes objectifs spécifiques était monter l'impact de One Health dans la cohabitation pacifique entre les chiens et les hommes. Mais du côté objectif là, on avait trouvé qu'il y avait beaucoup d'insuffisances. Comme on avait fait les études qualitatives, j'ai fait mon guide des questionnaires quand j'étais parti moi-même sur le terrain pour interviewer. Vraiment du côté des prestataires. Et il n'y a aucun prestataire sanitaire du côté humain qui maîtrisait One Health. Et du côté le chef du quartier, il n'y avait personne qui connaissait One Health. On a vu aussi les leaders communautaires, personne ne connaissait One Health. Au moins, les médecins vétérinaires et au moins savaient que non, c'est un levier qui doit aider pour arrêter ou bien diminuer la transmission de la rage par la morsure du chien. Et c'est un champ là, c'est un champ qui doit être vraiment, comment est-ce qu'il est exploité. Surtout chez nous ici à Lubumbashi, malgré qu'il y a les comités que le niveau national a implanté, mais il n'y a même pas les effets. Il n'y a pas les effets. Malgré que par rapport à ce master-là, le DA, nous sommes la deuxième promotion qui vient de sortir de l'université, mais on ne sent pas l'impact de One Health. L'impact n'est pas senti. Il y a beaucoup d'insuffisances, malgré qu'il y a les documents signés par le gouvernement, mais l'applicabilité, il n'y a rien. Même mes recommandations, j'avais proposé au gouvernement si on peut implanter dans toutes les pyramides sanitaires pour qu'on voit l'impact. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'étais habité. Les cas de morsure des chiens déclarés du côté humain étaient un peu différents qui étaient déclarés du côté animal. C'est-à-dire que les vétérinaires, le service national d'épidémiosurveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une cohabitation pacifique, une cohabitation même pour le partage réel des informations, des suivis des cas, pour que, je m'excuse, pour que on sente que nous sommes ensemble, les médecins vétérinaires et les médecins humains, et ajouter aussi l'environnement. Je pouvais un peu parler parce que j'ai suivi là, c'est une bonne chose. Nous venons de faire cette spécialisation et j'ai fait mon sujet de mémoire de spécialisation avec ça. C'est un sujet qui est trop intéressant, mais qui a beaucoup de défis et d'insuffisances. Merci beaucoup. Bien, nous allons vous retenir un peu plus longtemps parce que nous sommes un peu en contact avec les vétérinaires de la ville de Lubumbashi. Lors d'une de nos visites à Lubumbashi, nous avions compris que, d'abord, et même dans l'interaction avec Kinshasa, il est ressorti, par exemple, que vous savez, aujourd'hui, si on se dit, OK, le bureau One Health va pouvoir être installé au niveau de la zone de santé de Lubumbashi, ou bien de Kampemba, eh bien,
les autres ne vont pas venir parce que là, ça fait que les gens vont se retrouver sous le parapluie, hein, une certaine domination de la médecine humaine, alors que la réalité des faits, nous l'avons entendu ici, nous avons une co-gestion, une gestion collégiale et même rotative pour ce qui est des interventions. Par exemple, le professeur Nadège venait de dire, eh bien, celui qui prend le lead maintenant, parce que le médecin est au chevet du malade, va prendre le lead de cette intervention par rapport au malade. Et quand nous allons aller un tout petit peu, OK, nous sommes au niveau de la forêt, nous devons voir, on a identifié l'animal qui est là. Ceux-là qui vont prendre le relais, ça sera les environnementalistes avec les vétérinaires qui vont essayer de travailler autour de ça. Donc, nous avons cette réalité de dualité, ou ben, enfin, je dirais même vous le dites, un peu d'antagonisme qui existe. Quand l'argent va venir, qui est-ce qui va gérer ceci? Alors qu'il y a tout un comité qui est un comité multisectoriel. C'est des éléments que nous avons même sur les plateformes. Je peux vous dire que ce, ces liens sont envoyés à des personnes qui sont à Lubumbashi, mais ce lien n'est pas vulgarisé, par exemple, que SCPCI aborde ce genre de sujet. L'intérêt que les gens ont pour le sujet n'est pas beaucoup poussé par rapport à la réalité des faits. Si par exemple on se dit, OK, il y a un paquet d'argent qui est là pour pouvoir financer les activités, les gens vont pouvoir venir. Alors qu'on peut déjà commencer sans argent. Déjà sans argent, on peut faire. Je vois les mains levées de Marcel qui sera suivi d'Augustin et puis d'Enoch. Donc, merci Patou pour cette expérience. Je vous donne les éléments que nous avons, par exemple, là-dessus. On y reviendra parce qu'avec le lancement, par exemple, de la campagne agricole par le ministre Mohindo Zangui, il a dû, dans son discours, évoquer plusieurs aspects. Il dit ici, la revanche du sol sur le sous-sol ferait que le sous-sol devra financer un tout petit peu le sol. Pour dire que puisque là-bas, il y a déjà de l'argent qui est disponible, on peut ramener ça. Mais pourquoi dans One Health, la même chose, au jour d'aujourd'hui et demain, on ne peut pas arriver à pouvoir avoir justement que l'agriculture va amener de l'argent pour la santé humaine, parce que tout le monde mange, on vendra, et puis on ajoute l'élevage et la pêche vont pouvoir ramener, et dans la communauté comme on le fait à l'Est, les Nyumbakumi, les 10 maisons, vous avez les réunions matinales que l'on a dans les quartiers où vous avez tous les secteurs représentés. Je dis bien, l'exemple de l'Est de la RDC est fantastique et imitable et duplicable ailleurs ou adaptable ailleurs, pour mieux dire. Où chaque mercredi matin, vous avez les responsables de la santé animale, la santé environnementale, la santé animale humaine se retrouvent ensemble dans les comités de ce quartier-là, discutent des problèmes de santé, y compris l'approvisionnement en eau. Ça se fait à l'est de la RDC. Donc, je vous cite des éléments qui sont concrets et qui se font là-bas, et personne n'a prédominance ou préséance sur l'autre, mais suivant les circonstances, on peut y arriver. J'aimerais marquer une pause ici afin de donner la parole à Marcel. Après, ça sera Augustin, qui sera suivi d'Enoch, et puis ça sera Papi Ishika. Alors, cher ami Patou, vous pouvez baisser donc la main, et Marcel, vous avez la parole. Merci, docteur Valérie. Je reviens en rapport avec les différents piliers qui nous ont été donnés la fois passée. Si je ne m'abuse pas, la fois dernière, on a parlé de la place de la plante dans le One Health. Curieusement, même pour la petite évaluation, ou un examen de contrôle de connaissance, cet aspect n'a pas été ressorti. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Merci. Merci d'avoir posé cette question. J'aimerais dire que le questionnaire a été préparé rapidement pour mettre l'eau à la bouche. Cela ne néglige pas cet aspect. Personnellement, comme moi, je suis médecin donc de formation, spécialiste en prévention et contrôle des infections. Et j'ai dû travailler pour mon travail, pour pouvoir terminer mes études de médecine générale. J'ai travaillé sur les aspects microbiologiques, microbiologiques et anatomopathologiques des entités pathologiques appelées NTETA en médecine traditionnelle Luba. Mais alors, l'NTETA, c'est une pathologie que l'on pense d'être d'origine surnaturelle et on refuse que la médecine, je ne dirais pas classique, mais la médecine classique, acceptons, passez-moi l'expression, puisse s'occuper de ces cas-là. J'ai dû faire des prélèvements. Je suis allé voir le traitement qui est donné, notamment les guérisseurs qui appliquent
des, des, des substances, des plantes médicinales sur les plaies. Hein. Donc, ces éléments sont intégrés dans le travail de recherche et ici, la recherche qui doit se poursuivre à l'étape future devra tenir compte de tous ces aspects de médecine traditionnelle. Mais les intervenants, le pharmacien avait parlé justement de la plante et de la rôle du rôle de la plante et que c'était très intéressant. Le professeur est parti, je peux dire que c'est une de ses spécialités. Quand je l'ai connue personnellement de passage à Kinshasa, elle faisait des extraits des végétaux pour pouvoir en étudier quels sont les principes actifs qu'il y a par rapport à ABCD. Donc, la santé unique fait également la seule santé, One Health, fait aussi allusion à l'utilisation des plantes médicinales. Donc, l'évaluation qui a été faite était pour mettre l'eau à la bouche, pas dans le sens de négliger la médecine des plantes. Et ici, c'est un des aspects très importants dont il faut tenir compte. Et à RDC, on va ramener cette attention de nouveau dans la médecine traditionnelle parce qu'à l'université du KwaZulu-Natal et à l'université de Western Cape, donc du Cap occidental en Afrique du Sud, il y a même à l'université un département qui traite de cette médecine traditionnelle et de ces aspects de traitement par les plantes. Donc, ça n'a pas été une négligence de cet aspect de choses. Elle est bien à considérer. Donc, voilà comment je peux de façon extensive répondre à votre question. Oui, Merci, Augustin? professeur. Merci. Bonsoir à tous, merci. Je ne sais pas si vous me suivez. Merci, 5 sur 5. À vous la parole. On a encore 10 minutes de discussion. À chacun, donc, de pouvoir utiliser son temps abondamment. À vous. D'accord, merci beaucoup. Et merci d'abord pour ce thème de One Health. Ça fait de l'actualité, c'est quand même une très bonne chose. Je m'appelle Augustin. Je vous appelle depuis le sud Kivu à Bukavu. Je suis épidémiologiste spécialiste en santé publique. Donc, le One Health, c'est un sujet vraiment très important. Et il y a quand même des questions que ça soulève, surtout dans le contexte de la RDC. J'ai comme l'impression que tous tous les présentateurs qui sont passés, et même c'était d'entre nous qui suivons en fait, ont tendance à réduire le One Health au One Medicine. Donc le One Health, ce n'est pas en fait une collaboration entre donc la médecine humaine et la médecine animale et l'environnement. Non, le One Health, c'est une collaboration entre la santé humaine et la santé environnementale, en fait, et la santé animale. La santé humaine, en fait, implique plusieurs disciplines. C'est plus de ça même. C'est également pour la santé, en fait, animale et la santé environnementale. Donc ça, c'était un point très important parce que si on continue de considérer donc le One Health comme une One Medicine, on tombe dans les pièges qui existent déjà et on ne soit répondre à aucun problème dans ce domaine. Que ce soit donc les maladies qui sont à l'interface homme-animal, environnement, on ne pourra pas en fait, y répondre. Parce qu'actuellement, surtout dans le contexte de la RDC ou d'Afrique, et nous sommes dans un problème en fait, où nous réduisons en fait la santé à la médecine. Ce n'est pas de la médecine ici, dans le One Health. On parle de santé. Là, c'est un point d'abord. Et après aussi par rapport à la mise en œuvre du One Health. Concrètement, quand je vois les intervenants, et même nous tous, et peut-être tous les scientifiques du domaine de la santé, on se pose des questions comment on va essayer de mettre en œuvre donc le One Health. Je ne crois pas que le One Health soit dans la pratique un phénomène vraiment récent ou nouveau. Je pense que le One Health existe depuis des années et l'implémentation, ça devient aussi notre problème si on pense qu'on va réimplémenter ce qui existe déjà en fait. Parce que quand il y a un problème, c'est pas de la rage, on collabore toujours. On collabore toujours entre donc les acteurs au niveau de la santé animale, que ce soit les éleveurs, que ce soit les propriétaires des chiens, que ce soit, c'est pas les agronomes, les vétérinaires ou les agro-vétérinaires, ils s'en occupent, que ce soit pour la vaccination et la sensibilisation, en collaboration de ceux qui sont impliqués dans la santé humaine. C'est ça le One Health dans la pratique. Donc, ce n'est pas qu'on va faire, c'est pas un truc comme une zone de santé du One Health ou c'est pas une division provinciale de santé du One Health.
c'est pas, bon, c'est un peu ça en fait. Peut-être qu'on devrait y réfléchir sur sa mise en œuvre, parce que moi, à mon avis, ça existe. Ce n'est pas un phénomène vraiment récent. Donc, le One Health existe en pratique, peut-être donc renforcer donc la pratique là. Bon, c'est mon point de vue par rapport à ce qui concerne donc le One Health. Donc, ne pas les réduire à la médecine. Donc, le One Health, ce n'est pas une médecine. Donc, ce n'est pas une santé à l'interface, ou carrément une médecine à l'interface homme, animal, plante. Non, c'est une santé à l'interface homme, animal, plante ou environnement. Mais aussi, donc, la mise en œuvre existe déjà. C'est depuis des années, quand il y a un problème à l'échelle, en fait, animale, les acteurs qui sont impliqués dans la santé animale, ils s'impliquent, en tout cas, en fait, à un très bon, donc à un niveau acceptable. Maintenant, peut-être qu'il faut renforcer cette implication. C'est un peu ça la mise en œuvre du One Health, à mon avis. Mais qu'on fasse des programmes parallèles, ça viendra fragiliser un système qui est déjà fragile. Et ça va créer peut-être un flou organisationnel. Bon, merci. Je m'excuse, merci pour votre intervention. Je crois que c'est ce que depuis le début, on essaie d'expliquer. Je crois que peut-être vous n'avez pas bien perçu un aspect hein, qui est celui-ci. Nous avons donné une illustration de dire non, on ne va pas l'installer par exemple à la zone de santé. Vous allez voir par exemple, les gens ne vont pas être là parce qu'ils vont dire ça, c'est médecine. Le professeur Nadège a à plusieurs reprises rappelé cela. C'est pas la médecine, hein, je ne sais pas, multidisciplinaire ou quoi. C'est la santé. Et dans ces aspects, si vous vous souvenez très bien, quand il y a un problème, je ne peux donner que le problème d'alimentation, d'autosuffisance alimentaire. Vous savez bien que du fait que, eh bien, les gens n'ont pas suffisamment de nourriture, les gens sont mal nourris, les gens n'ont pas une autonomie alimentaire. Ça pose déjà d'énormes problèmes du point de vue de la santé. Et pour faire les approches, pour essayer de contourner cette difficulté-là, on sait très bien qu'il faudrait que les gens puissent avoir suffisamment de nourriture. Comment est-ce qu'ils vont y arriver? Donc, quand on parle de cet aspect de financement, par exemple, eh bien, on va envoyer l'argent chez qui? Donc, le problème de la structure, quand nous avions tous appris la médecine en général, on nous disait très bien que vous devez avoir une approche holistique. La santé, l'homme là, vous approchez un être comme un tout. Vous n'allez pas le prendre tout simplement dans son aspect physique, vous allez aller jusqu'à l'aspect spirituel, mais vous allez maintenant dans cet aspect d'alimentation, de son environnement dans lequel il vit. Comment est-ce que l'environnement là a été géré? Comment est-ce que l'environnement là est réglé de façon à ce que l'homme puisse avoir une bonne santé? Donc, j'aimerais bien revenir sur un aspect très important de dire que la systématisation n'avait pas été là. Quand on nous a dit ces choses-là, est-ce qu'il y a un budget pour pouvoir accompagner les gens? Parce qu'il y a des interventions qui demandent un budget. Mais on va les amener où? Où est la plateforme qui réunit tout le monde ici? Le vétérinaire, l'environnementaliste, l'agronome, le médecin humain, ainsi de suite. Quelle est cette plateforme? Quel est le cadre dans lequel il se retrouve? Et puis, quels sont les textes qui régissent? Quels sont les termes de référence pour l'un pour l'autre? Ces choses-là n'ont pas existé avant. Dans la pratique, elle se fait, mais n'est pas réglementée. Je ne sais pas, chers collègues, si vous pouvez confirmer ce que je viens de dire et vous pouvez rebondir là-dessus de façon à ce que dans cette session que nous ne considérons pas la toute dernière, qu'il n'y ait pas de confusion de ceux-là qui vont pouvoir sortir d'ici. La systématisation des choses n'a pas été faite. C'est maintenant que l'on commence à systématiser. On ne va pas aller créer une histoire qui va bloquer le fonctionnement de ce qui existe. Non, on met ce qui existe ensemble pour que ça puisse fonctionner dans une nouvelle coordination qui en réalité n'existait pas. Moi, c'est mon point de vue et je l'ai vécu personnellement. Quand je vous donne les illustrations de Lubumbashi où j'ai quitté il y a longtemps, mais j'ai des échanges et je viens de temps à autre, cette coordination n'existe pas. À tel point que quand nous avons mis Mpox ici, dans la lutte contre Mpox, les vétérinaires, j'étais au Burundi où j'ai travaillé, les vétérinaires n'étaient pas associés en premier temps déjà dans la mise en œuvre du plan là, du plan de riposte, ils n'étaient pas considérés. Alors que c'est une zoonose. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez rebondir sur ces aspects, s'il vous plaît? Oui, docteur, c'est Manuel, hein. Oui, allez-y. Oui, ce que vous dites là, c'est une réalité. J'ai donné l'exemple ici de la prise en charge Mpox
et on a eu des choses qui n'étaient pas vraiment dignes. Pourquoi? Parce que la coordination elle-même n'existait pas. C'est je peux vous dire, c'est presque partout. La coordination n'existait pas sur On Health. Bien sûr qu'il y avait cette connaissance, que ce soit en médecine humaine, que ce soit en médecine animale, il y a cette connaissance de collaborer, mais ce n'était pas formel. C'était pas formel et il n'y avait pas vraiment cette collaboration. Qui fait quoi et quand. Et aussi, tel que vous venez de dire pour les financements. Dans la plupart des cas, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans la plupart des cas, les partenaires ne ciblent que un ou deux services auxquels ils s'attachent. Mais or, dans le Home Health, il faut que l'argent qui entre doit approuver une coordination. Et cette coordination-là doit maintenant savoir cette portion d'argent peut servir à tel. Cette portion d'argent peut faire ceci, cette portion d'argent peut faire cela, en collaboration avec toutes les parties prenantes. Vraiment, c'est très important. Bien sûr que ça existait, mais c'était informel. Vraiment, votre point de vue, je l'ai pris aussi, cher docteur représentant. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais ajouter aussi un point par rapport à la coordination. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est parce que vous avez évoqué tout à l'heure donc la notion de financement, ça fait partie de la coordination. Et moi, quand je regarde la façon dont est conçue la coordination du One Health en RDC, je me dis que ça, je ne voudrais pas être quand même prophète de malheur, mais ça va échouer. Ça va échouer d'autant plus que quand on voit les ministères qui chapeautent le One Health, donc qui coordonnent, c'est le ministère de l'ESU. Et le ministère de l'ESU a le même niveau que le ministère, c'est pas de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, c'est pas des pêches, de l'environnement, c'est le même niveau. Donc le ministre de l'ESU n'a aucun pouvoir sur le ministre de la santé, il n'a aucun pouvoir sur le ministre de tout là-bas. Donc tous ces aspects-là. Euh, Peut-être on a échoué à ce point-là, mais en principe, c'est le premier ministre qui devrait peut-être mettre en place une commission qui peut chapeauter tous ces ministères. Et comme il a pouvoir sur tous les ministres, ça a essayé de marcher, même dans le financement, on devrait essayer de verser ça directement en fait, à la coordination qui est chapeautée par la primature. Comme la primature avait quand même un poids sur tous les ministres. Mais que dire que le ministre de l'Énergie va inviter celui de la santé ou de l'environnement, moi je ne crois pas qu'il a en fait un pouvoir pour imposer quelque chose à la santé ou à l'environnement, je sais pas, ou à l'agriculture. Donc même dans la conception, c'est fait pour échouer, à mon avis. En tout cas, c'est fait pour échouer. Peut-être que les acteurs vont se mettre vraiment en œuvre beaucoup de courage pour qu'on puisse arriver à bien se comprendre entre tous ces secteurs. Mais dès la base, vraiment, quand on voit comment c'est conçu, un ministre qui chapeaute les autres ministres, ça va être un peu compliqué. Et Très le bien. Si financement, je déjà, ça comprends. va compliquer. Parce qu'à qui on va donner ça et quel pouvoir a-t-il faire notre, c'est pas un autre, bon, c'est un peu compliqué. Donc, si je comprends très bien, nous sommes dans un souci de leadership maintenant. Et c'est ce qui pose comme problème. Si une personne qui est invitée à une table pour discuter d'un objet, la personne n'accepte pas de se mettre parce qu'elle n'est pas être censée appeler à cette réunion par quelqu'un d'autre. Je crois que c'est des égos qu'il faudrait traverser, c'est des difficultés que nous rencontrons en réalité. Ce n'est pas faux ce que vous dites, mais je crois que au niveau scientifique où nous sommes arrivés, nous devons faire un effort pour pouvoir transcender certaines de ces insuffisances qui sont tout simplement du point de vue scientifique qui n'aident pas. Quand on vous appelle à une conférence qui a été organisée par les vétérinaires, vous, vous êtes médecin humain. Si on vous appelle, vous, comme agronome, à une conférence organisée par d'autres gens, vous n'allez pas dire parce que les gens là ne sont pas de mon domaine, je ne vais pas y aller. Et que nous mettons une structure tous ensemble de cette conférence, nous sortons une structure. Eh bien, voici un point de départ, mettons-nous autour d'une table pour résoudre un problème qui se pose au niveau communautaire. Nous ne pensons pas que cela puisse créer un problème. Nous sommes justement dans des aspects d'ego qu'il faudrait supprimer et essayer de pouvoir mettre la science de l'avant parce que on traite des évidences, on ne parle pas d'ascendance sur l'un ou sur l'autre. Moi, c'est ce que j'aimerais souligner, parce que des aspects de querelles politiciennes et de pouvoir vont tuer cet aspect très important que nous avons commencé. La coordination, quand elle est mise en place, rappelez-vous les textes auxquels fait référence professeur, a fait référence professeur
Nadège, elle souligne en disant, voilà, il y a quelqu'un qui prend le lead dans tel cas, qui prend le lead dans tel autre cas. Donc, on n'a pas ici un aspect de concurrence et d'ascendance sur l'autre, des choses qui tuent tout simplement l'avancement de la nation et toute l'organisation qui doit être mise en place. J'étais un peu long, mais je crois que c'est quelque chose sur lequel nous devons tous réfléchir. À vous, s'il vous plaît. La prochaine personne, parce qu'on va chuter, on remet la parole à Papi Ichika. Je crois Augustin a déjà parlé, n'est-ce pas? Je viens de parler, oui, je viens de parler. Oui, C'est oui. parce que ça a des implications sur le plan pratique. Parce que quand il faut C'est essayer de moi qui devais mobiliser, parler, c'est pas s'il la vous plaît. politique. Oui, nous donnons la parole à Papi Ichika et puis Enoch pourra parler. Merci Oui, nous beaucoup, comprenons que du cher point de vue modérateur. pratique, hein, ça pose problème, mais c'est une marche. Quand on marche, on évalue, on réajuste et on voit les risques et puis on est en train d'affiner. C'est comme ça, on ne marche pas d'une manière parfaite du début à la fin. Les difficultés que l'on rencontre, on essaie de réajuster. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Oui, à vous, Papi Ishika Merci et puis... beaucoup, cher modérateur. Merci. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je commence par me présenter. Je suis Papi Chika. Je suis spécialiste en microbiologie, détenteur d'un diplôme en microbiologie. Actuellement, je fais mon master à l'université Mohamed VI de Maroc. Je me spécialise dans la surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiennes sur l'approche One Health et je suis en même temps student PhD à l'université KU Leuven de la Belgique. Euh, je voulais intervenir dans ce sens. Si vous vous rappelez très bien, lors de la session passée sur le rôle de médecin vétérinaire dans le One Health, en fait, j'avais stipulé un point disant que je suis en train d'organiser une conférence internationale sur l'approche One Health dans ma province de là-bas, précisément dans la ville de Colombie, où j'avais invité tous les présidents des différentes corporations de santé, le président de l'ordre des médecins, médecins vétérinaires, infirmiers, pharmaciens et autres. Mais écoutez-moi la réponse qui m'a été réservée par le président, le vice-président de l'ordre des médecins. Il me dit ceci, cher monsieur Patrichika, j'ai bien suivi, ou bien j'ai pris acte de votre invitation, mais écoutez bien, le médecin ne peut pas être mêlé avec les autres professionnels de santé. Si vous voulez bien que nous participions à cette conférence, cherchez bien un jour qui sera consacré aux médecins. Et les autres jours, ça sera maintenant les autres professionnels de santé. Vous écoutez un peu la réponse d'un médecin. Là, c'est de 1. Alors, sur ce, moi, je voulais un peu rebondir en disant que si dans le curriculum de professionnels de santé, on peut penser à intégrer l'approche One Health pour que tous les professionnels de santé, qu'ils soient informés dès l'université. Au lieu que à l'université, on n'informe pas sur One Health, mais arrivé sur le terrain, qu'on commence maintenant à faire des conférences comme le étudiant de fac qui a terminé cette année, s'il a déjà entendu parler, donc, moi, je pense que si on peut penser déjà à intégrer cette approche One. Beaucoup d'interruptions. Je ne sais pas si vous l'entendez encore. Moi, je l'ai perdu. Oui, il y a des coupures. Il est parti. Oui, mais peut-être Moi aussi, pour je l'ai paraphraser ce perdu. qu'il Moi aussi, je l'ai disait, perdu. c'est que Oui, nous devons, je suis là, nous s'il vous plaît. devons, oui, Allô, je suis là, s'il vous plaît. vous pouvez conclure, s'il vous plaît.
voilà, je conclus en disant que si nous pouvons aussi intégrer plutôt la société civile dans l'approche One Health pour que cette dernière aille informer la population de sorte que cette approche soit vraiment bel et bien installée dans nos différentes provinces de la RDC. Merci beaucoup. En train de dire que nous devons quitter la rigidité professionnelle et la déformation professionnelle. Par exemple, quand les aspects de prévention et contrôle des infections ont été amenés, il y a des gens qui pensent que non, parce qu'on a déjà vu telle ou telle autre chose au niveau de la faculté de médecine, au niveau de l'école d'infirmerie, nous ne pourrons pas venir avec ces choses. Non, c'est toute une spécialité. Quelqu'un devient spécialiste en échographie. C'est pas seulement quelqu'un dit parce qu'il est gynécologue, il va pouvoir faire une échographie. Un spécialiste en échographie peut bien orienter un gynécologue sur un aspect parce que lui, il a fait la spécialisation là-dedans. Donc, il y a des hyper spécialisations qui entrent. Nous devons dépasser notre ego. Donc, la suggestion que ces réalités soient abordées déjà à la faculté, c'est une bonne chose, mais quelqu'un ne peut pas rester rigide parce que lui n'a jamais entendu parler de ça. Donc, on met justement des systèmes, des mécanismes pour permettre aux gens de se mettre à jour. C'est ainsi que la médecine, nos pays ont des difficultés pour avancer parce qu'il y a des gens qui tiennent fermement à une chaire à laquelle ils ont été installés depuis longtemps. Ils sont fermés aux ouvertures de la science, des évidences. On ne discute pas sentiment, pouvoir ou quoi, on discute évidence. Et qu'un prof ne peut pas faire taire quelqu'un qui est en sa présence parce que lui, il est prof. Non. La science, on amène la science. Donc, c'est des choses très importantes à ce propos. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on fait taire, non. Nous devons dépasser ce genre de choses parce qu'ici, on parle du savoir. Et quand on a des évidences, on se plie devant les évidences. Donc, je crois que les suggestions de vulgarisation à tous les niveaux de One Health, c'est des choses très importantes. Merci. Alors, là-bas, Enoch a la main levée. Je crois que c'était le dernier qui restait, c'était Enoch, je crois. Puis, je crois, Augustin redemande la parole. On devra clôturer. Euh, il y a déjà un lien pour l'évaluation de la session qui est déjà dans la boîte à conversation. Je ne sais pas. Triste réalité, comportement orgueilleux de certains responsables avec la mentalité rétrograde, comment pouvons-nous avancer? Merci pour ce commentaire. Il y a aussi quelqu'un qui dit juste savoir comment se gèrent les déchets des fermes avicoles. Donc, pour ce qui est des poules intensives, sous d'autres cieux, parce que ici chez nous à RDC, les fientes sont souvent déversées dans les cours d'eau sans tenir compte des risques de pollution de l'environnement. Et puis il y a quelqu'un qui dit, ça c'est Yao qui dit, One Health n'est pas encore effectif en Corée, en Côte d'Ivoire, parce que lorsque je parcours là, là où je suis, je vois des tas d'ordures qui font plusieurs semaines avant de pouvoir être débarrassés. Normalement, dans One Health, tous les acteurs doivent se retrouver au moins une fois par mois pour se partager les informations afin de prévenir une éventuelle épidémie. Je pense que je ne pense pas que cela soit fait. Merci beaucoup pour ces avis. On va donc donner la parole dernière à Enoch et peut-être pas tous s'il y a quelque chose à Oui. rajouter. Oui. Merci pour la parole, une fois de plus. Vous avez abordé dans beaucoup de sens. En fait, c'est les mêmes problèmes qui ont commencé depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai été formateur à OSHEA, One Health Central East African, à Lubumbashi, quand ça a commencé. Il y a eu déjà beaucoup d'avancées, mais on manquait les documents. Je vois la coordination actuelle a fait vraiment de l'effort d'avoir un document pour installer au niveau provincial, au niveau national, au niveau provincial. Déjà 16 provinces, c'est beaucoup. Félicitations pour ça. Les plus grands problèmes, même quand on enseignait, on formait les étudiants des G3, médecine, sciences pharmaceutiques, agronomie, système. Quand on les mettait ensemble, les premiers jours, ils étaient divisés. Je prends par exemple l'exemple de la rage. On crée des groupes où on commence par ceux qui étudient, prenons la médecine, qui sont en G3, qui parlent de la rage. C'est après, quand on va commencer à mélanger chaque professionnel, c'est là où les gens commencent à comprendre. Chacun aborde un aspect
choisir. Donc, c'est vraiment important de former les gens pendant qu'ils sont sur le banc. Ça, c'est vraiment crucial. On l'a fait, on a vu pendant plus de quatre formations. Après, les gens commençaient non, ça, c'est le pharmacien qui doit parler parce que c'est dans son domaine. Donc, on quitte les préjugés. Ça commence par les préjugés, mais quand maintenant on découvre l'autre est capable de faire ça, il a telle compétence, et ça devient automatique. Ce n'est pas que les gens vont prendre le travail de quelqu'un d'autre. Non, c'est comme ça, là, on parle de l'approche in santé. Ça, c'est vraiment important. Et l'autre chose qui tue, c'est les intérêts socio-économiques. Quand il y a une maladie, chacun veut gagner. Donc, ça sera toujours là, mais on doit, comme vous venez de le dire, on doit nous dépasser, aller au-delà. Et un autre point qu'on forme, c'est le leadership. Le leadership, ce n'est pas être au-dessus de tout le monde, non. Ça, c'est parmi les éléments qu'on mettait dans la formation. Bon, parce que je prends l'exemple du Congo, quand on parle, il est leader. Les gens croient qu'il est au-dessus de tout le monde. Or, ce n'est pas ça être leader, dans la vraie définition. Donc, c'est ça, c'est vraiment important que je voulais soulever. Mais ce qui est important, c'est la vulgarisation. Si les professionnels de santé ont des problèmes pour comprendre que c'est une approche systémique dans un problème donné, il faut plusieurs acteurs qui réfléchissent pour l'intérêt de tout le monde. Donc, quand nous arrivons à ce point-là, que nous comprenons pourquoi aujourd'hui on a des comités au niveau des provinces, au niveau national, pour qu'on puisse réfléchir pour quel problème, comment on va l'aborder. Chaque professionnel arrive avec un point par rapport à son secteur, mais en tenant compte des autres aspects. C'est ça, ONF. Dans les autres pays, ça existe sans même avoir ces comités-là. Mais chez nous, on a essayé, chacun dans son coin, ça ne va pas marcher. Je donne un exemple. En 2008, il y a eu l'alerte sur la grippe aviaire. Tout, au Soudan, il y avait la grippe aviaire. Quand l'OMS voulait donner l'argent, c'était un combat entre les professionnels de la santé du côté humain et les vétérinaires. Les vétérinaires disent la grippe aviaire, c'est d'abord chez les animaux, avant que ça arrive chez l'homme. Et personne n'a touché à l'argent parce qu'il y avait ces préjugés-là. Il y avait ce problème-là d'intérêt. Alors, ce qui est important, aujourd'hui, je vous encourage, qu'on a fait un grand pas. Le fait qu'il y ait des comités, comme vous avez dit, vous ne pouvez pas mettre ça dans un bureau. Ça, c'est vraiment important pour qu'on casse le préjugé. Alors, comme c'est dans quel bureau, c'est lui qui fait. Non, non. Mais la manière dont vous l'avez abordé, c'est vraiment important. Je crois qu'on a perdu Enoch et problème de connexion. Alors, on va donner à Vicky Tamboué qui n'a pas encore parlé pour pouvoir conclure. On donnera la parole aussi donc à Patou pour juste brièvement exprimer sa pensée. Oui, Vicky, vous avez la parole et on va clôturer tout de suite là. Et Tezangui, vous pouvez vous préparer pour le mot donc de la fin aussi, un mot de votre part. Merci. Merci beaucoup, prof, pour la parole, hein. J'espère que vous m'entendez très bien là, parce que je suis dans un environnement où la 5 sur connexion 5. est un peu instable. Très bien. 5 sur 5. Voilà, moi, je vais tout droit au but. Vous savez, One Health, les bénéficiaires de cette association ou bien de ça, c'est d'abord l'être humain. Vous savez, l'être humain, il est dans un environnement et environnement d'abord physique, c'est-à-dire il est à côté de la végétation et puis il y a les animaux qui sont autour de lui et tout ça, ça impacte sur sa santé. J'aimerais un peu prendre un exemple. Vous savez que pas plus tard qu'hier, le ministre de la Santé a décrété effectivement une épidémie de Ebola dans la province du Kasaï, précisément dans la zone de santé de Boulapé. Alors, si on y va avec les égos, avec chacun avec son ego, c'est pour aller échouer. Vous allez voir qu'il y aura des médecins. Moi, je suis médecin, comme vous le savez d'ailleurs, prof, évidemment après avoir fait la santé publique et un peu d'environnement.
évidemment expert aussi en PCI. Je sais que si le médecin va avec, nous y allons avec les égos, comme c'est notre domaine de soigner les gens, nous allons échouer. Parce que, à un moment donné, il faudra que les vétérinaires aussi interviennent. Il faudra aussi que les gens de l'environnement interviennent pour que finalement la population de Kasaï puisse bénéficier de cette association, cette conjugaison d'efforts qui est multisectorielle. Alors, est-ce qu'un médecin peut refuser de travailler dans One Health? Est-ce que ça doit être géré au niveau des zones de santé? Bon, d'abord, je m'engage en faux pour la personne qui a dit que l'ordre de médecins, lui, il a rapporté ce qu'on lui a dit, hein, mais parce que je suis aussi de l'ordre de médecins, vous le savez bien, professeur, au niveau du Conseil national, il n'est pas interdit. En fait, nous avons une ouverture. L'Ordre des médecins, c'est une organisation de médecins qui vit aussi en association avec d'autres, qui peut entrer en collaboration avec d'autres associations, avec d'autres organisations. Donc, moi, je vois très mal si ça passe par l'ordre des médecins. Officiellement, vous nous écrivez, comment est-ce qu'on va réfuter ça? Parce qu'au finish, c'est l'individu, c'est l'être humain qui va retrouver sa santé. Et la santé, elle est globale. Donc voilà un peu là où moi je suis. Qui va chapeauter ça? J'aimerais qu'on prenne un peu l'exemple de COUSP. Hein. Le COUSP, c'est Centre des opérations des urgences santé publique. Mais au-dessus de COUSP, il y a ce qu'on appelle le COU. Ça s'abrège, hein, donc COU pour dire Centre des opérations des urgences de manière générale au pays. Alors là, c'est vraiment multisectoriel. Il y a tous les domaines qui sont à l'intérieur. Vous avez les militaires, vous avez la défense, vous avez la justice, vous avez les agronomes, vous avez tout le monde, même la santé. Alors, quand par exemple, il y a Ebola là-bas, vous n'allez pas aller seulement avec le médecin. À un moment donné, il faudra qu'il y ait aussi la sécurité des gens. Hein. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin, qu'on évite un peu de trop restreindre la sphère d'action par rapport à ça. Je crois que je peux m'arrêter là. Prochainement, on sera un peu plus bavard. J'ai vu il y a 10 minutes seulement le mail que j'ai ouvert parce que j'ai pas de connexion ici. Je vais demander au prof à l'avenir s'il y a des sujets comme ça, qu'on nous parle même un peu en privé pour qu'on se prépare davantage. Sinon, professeur, merci beaucoup et over to you. Oui, allô, professeur. Moi, je crois que j'ai ponctué mon allocution. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Je pense que nous avons terminé notre webinaire de ce jour. Nous vous appelons à évaluer la session en cliquant sur le lien que je viens de partager et pour nous permettre d'améliorer nos prochaines sessions. Merci à tous et nous vous souhaitons de passer un agréable week-end. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous aussi. Ok, au revoir et bonne suite. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au N'oubliez pas, revoir. n'oubliez pas de cliquer là-bas. N'oubliez pas d'évaluer, s'il vous plaît. Vous avez pas fait ça dans le chat? Oui, oui, ça se trouve là-bas, là où on écrit chers participants et participantes, merci pour votre intérêt et passez à cette session. Veuillez nous envoyer vos feedbacks via ce lien. Il y a le lien là-bas où vous allez nous envoyer vos feedbacks. Merci de partager. Au
No, no, siamo diciamo, jadi makan makan aja kan. Ini tanda apa sih? Dia nggak apa sih pas. Bukan lupa. Lupa lo sih yang ini. Ya, ini nyawa nggak ada kok. Nah, apa? Nasa yang mau ini, orang di tempat di pas kan cuma itu. So bawa sih guna ini. Kalau misalnya akan tidak tulis akan kamu tes semua akan akan ada nabi itu ini nanti soal aja kan. Kalau dia sih juga,